L'histoire incroyable d'une jeune fille de 24 ans, chassée et tuée par sa belle famille après la mort de son mari. Il était 4 heures du matin à Addis Abeba. La ville respirait encore dans son sommeil, enveloppée d'un voile de brume pâle qui effaçait les contours des immeubles et adoucissait les lumières vacillantes du grand terminal ferroviaire. Sur le quai numéro 4, là où les pas résonnent plus fort que les voix et où chaque départ ressemble à une promesse fragile, une jeune femme était assise, immobile, comme si le monde autour d'elle avait cessé d'exister. Elle s'appelait Amara. Son châle jaune fané enveloppait ses épaules maigres. Sur ses genoux, son fils Dombé, à peine 2 ans, dormait à moitié, la joue collée contre sa poitrine. Ses petites mains agrippaient le tissu usé, comme s'il s'agissait d'un refuge. Amara ne pleurait pas. Ses yeux, secs et agrandis par la fatigue, suffisaient à raconter sa détresse. Il y avait dans son regard une mer d'épreuves silencieuses, une nuit plus profonde que celle qui enveloppait la gare. Elle n'avait plus rien, plus de maison, plus de famille, plus de noms respectés. Son mari était mort 3 mois plus tôt, emporté par une fièvre brutale qui n'avait laissé derrière elle que des dettes et des soupçons. La belle famille, après les funérailles, avait changé de visage. Les regards compatissants s'étaient transformés en murmures accusateurs. On l'avait tenu responsable du malheur. On avait parlé de mauvais sorts, de malédictions. Puis, un matin, on lui avait demandé de partir, sans éclat de voix, sans violence visible, mais avec cette froideur qui exclut plus sûrement qu'un cri. Ses propres parents, dans leur village, n'avaient pas voulu la reprendre. Une femme sans mari, avec un enfant en bas âge, attire les malheurs, avait dit sa mère, les yeux fuyants. Amara avait compris qu'elle était devenue un poids, un rappel gênant de la fragilité des destins. Alors, elle avait vendu ce qui lui restait. Une paire de boucles d'oreilles en argent, une couverture, quelques ustensiles. Elle avait acheté un billet général pour Dire Dawa, une ville qu'elle ne connaissait presque pas. Un nom entendu dans une conversation lointaine. Un lieu qui représentait au moins la possibilité d'un recommencement. Depuis l'aube, elle attendait. Chaque grondement de locomotive la faisait sursauter, comme si une lueur d'espoir se réveillait en elle pour être aussitôt écrasée par le bruit sec des roues qui passent sans s'arrêter pour elle. À chaque arrivée, la foule se levait, se pressait, se bousculait. Des hommes portaient des sacs sur leurs épaules, des femmes tiraient des enfants, des vendeurs criaient leurs produits. Amara se levait aussi, Dombé serré contre elle. Mais dès que la cohue devenait trop dense, elle reculait. La peur l'envahissait, peur d'être écrasée, peur de tomber, peur que son fils glisse de ses bras, peur d'être invisible dans la masse. Et chaque fois, le train repartait sans eux. Dombé, lui, ne comprenait pas. Son regard innocent se posait tour à tour sur un vendeur de galettes chaudes, sur un homme qui proposait des biscuits secs emballés dans du plastique transparent. Ses petites mains se levaient timidement, attirées par l'odeur sucrée et la promesse d'un goût. Amara les ramenait doucement contre elle. « Non, mon cœur, pas celui-là », murmurait-elle d'une voix douce. Sa voix restait maternelle, mais ses yeux criaient une vérité que son ventre refusait d'accepter. Son enfant avait faim et elle n'avait rien à lui donner. À quelques mètres de là, un homme observait la scène. Il s'appelait Kidan, 28 ans. Ingénieur en informatique basé à Dire Dawa, il rentrait chez lui après avoir passé le nouvel an à Addis Abeba. Il avait un sac à dos sobre, un manteau sombre et le regard attentif de ceux qui remarquent ce que les autres préfèrent ignorer. Depuis l'aube, il avait remarqué Amara, toujours assise sur la même banquette, toujours recroquevillée, toujours silencieuse. Elle tenait son fils comme on tient une promesse qu'on refuse de laisser tomber. Chaque fois qu'un train entrait en gare, elle se levait. Chaque fois, elle regardait la foule. Et chaque fois, elle reculait. Kidan ne connaissait pas son histoire, mais il reconnaissait la solitude quand il la voyait. Il avait lui-même connu le manque. Orphelin de père à 10 ans, il avait vu sa mère lutter pour nourrir 3 enfants. Il connaissait ce regard qui supplie sans demander. Cette fierté qui refuse la pitié mais espère un geste. Quand Dombé tendit une 3e fois la main vers le vendeur de galettes, Kidan sentit quelque chose se fissurer en lui. Il se leva. Il acheta un petit paquet, puis il s'approcha et s'accroupit devant l'enfant. « Tiens, petit frère, juste un morceau. » Amara leva les yeux brusquement. Aucune colère, mais
une fierté blessée. Pourquoi vous avez fait ça? Sa voix était calme, mais usée, comme si elle tenait debout uniquement pour son fils. Kidan haussa légèrement les épaules. Ce n'est qu'un petit plaisir. Et s'il mange un peu, ça ne changera pas le monde, mais peut-être que ça changera sa matinée. Dombé souriait déjà, tenant la galette avec sérieux comme un trésor. Ce sourire, fragile mais réel, illumina le visage d'Amara d'une lueur presque oubliée. Kidan comprit alors que ce n'était pas seulement une question de faim. C'était le manque d'un moment simple, d'une innocence protégée, d'un instant où le monde n'est pas hostile. Un peu plus tard, il s'était rapproché. « Vous attendez un train depuis ce matin, je vous vois ici. Vous allez quelque part ?» Amara hésita. Puis elle lâcha, presque dans un souffle. « Dire Dawa, j'ai un billet général, mais chaque train est plein. » Et avec un enfant, elle regardait toujours les rails, comme si les réponses y étaient gravées. « Je n'arrive pas à monter avec la foule. J'espère juste qu'une rame moins bondée finira par passer. » Kidan resta silencieux quelques secondes, puis il dit simplement « Moi aussi je vais à Dire Dawa. » Elle le regarda pour la première fois vraiment. « Le train de 6 heures est souvent moins chargé à l'arrière, ajouta-t-il. Si vous voulez, je peux vous aider à monter. » Elle ne répondit pas tout de suite. Dans son esprit, 1000 questions s'agitaient. Pouvait-elle faire confiance à un inconnu? N'était-ce pas ainsi que commencent les nouvelles erreurs? Mais elle était fatiguée de lutter seule. À 6h moins 10, la locomotive apparut dans un souffle lourd de vapeur. La foule se leva encore une fois, les coudes s'entrechoquèrent, les sacs heurtèrent les épaules. Cette fois, Kidan se plaça devant Amara. « Restez derrière moi. Tenez votre fils fermement. » Il avança avec assurance, ouvrant un passage sans brutalité mais avec détermination. Les gens cédaient, surpris par sa posture droite, par son regard ferme. Amara suivait, le cœur battant. Pour la première fois, elle ne reculait pas. Ils atteignirent la dernière voiture, moins bondée, encore quelques places libres. Kidan posa son sac, fit signe à Amara de s'asseoir près de la fenêtre. Elle s'installa, Dombé sur ses genoux, tremblante. Le train démarra. Ce simple mouvement, quitter le quai, ressemblait à une victoire immense. Amara regarda les rails défiler. Elle n'avait pas seulement monté dans un train, elle avait franchi une frontière invisible, celle de la peur. Pendant le trajet, ils parlèrent peu au début. Puis, doucement, les mots vinrent. Elle raconta la mort de son mari, l'exclusion, le rejet, l'humiliation de devoir mendier un toit. Kidan écoutait sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il resta silencieux longtemps. « À Dire Dawa, dit-il enfin, ma sœur tient une petite école privée. Elle cherche quelqu'un pour aider à la cantine et à l'accueil. Ce n'est pas grand-chose. Mais c'est un début. » Amara cligna des yeux. « Vous ne me connaissez pas, murmura-t-elle. »« Je sais, répondit-il simplement. Et le courage de croire que, même quand tout semble perdu, un nouveau départ attend peut être la prochaine locomotive.